Nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en... C'est la lutte finale, nous pour nous et demain, l'internationale sera... Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Allons au devant du matin, debout, mamelons, chantons au vent, debout, allez. Je suis communiste, à ce qui paraît, rien d'héroïque, oui, mais je suis communiste. Bonjour Laurette Bastaroli. Bonjour. Merci de répondre à nos questions sur les 100 ans, pour les 100 ans du Gard rhodanien. Et du coup, je te laisse te présenter. Bon, moi je suis Laurette Bastaroli, on peut dire que je suis bagnolaise, mais comme j'ai pu vivre pendant un certain nombre d'années une vie militante active, aussi bien syndicale que politique, je peux me présenter en plusieurs étapes. Je peux dire que dans ma vie professionnelle, j'ai exercé 3 métiers. Alors ça fait 3 métiers, 13 ans. Bien, j'arrive à 39, c'est pas mal. Parce que c'est vraiment, sans tricher, c'est à peu près ça. Donc disons que les 13 premières années, je vais les occulter parce qu'elles n'ont pas été très significatives dans le sens, je ne parle pas de ma vie personnelle, hein, je parle bien d'une vie personnelle, professionnelle. Aux 13 ans suivants, à partir de précisément mon engagement syndical et mon engagement politique. En 1972, j'adhère à la CGT et parallèlement au Parti communiste. Il y avait un vieux militant à l'époque qui disait « c'est bien, il faut marcher des 2 jambes, hein, une jambe pour la CGT, une jambe pour le Parti communiste ». Rapidement, j'ai pris des responsabilités de délégué du personnel en 1972. Donc 1972, je démarre une activité syndicale et à la marge politique. 1976, mes amis me demandent de prendre des responsabilités nationales dans le groupe comme délégué syndical central. Donc être délégué syndical central à l'époque, c'était s'occuper de plusieurs établissements de production, puisque je vais peut-être y revenir au fil du temps. 76 naît, issu du commissariat à l'énergie atomique, une filiale axée sur la production pour alimenter des centrales électriques, dont EDF. Donc il fallait un combustible, est née la COGEMA, dont je deviens la déléguée syndicale centrale. Alors ça signifie s'occuper de l'établissement de Marcoule, dont j'étais issue, de l'établissement de Pierrelatte, de Cadarache aussi, de Grenoble aussi, une petite unité de production, et essentiellement la grande production de la Hague, le retraitement des combustibles à côté de Cherbourg. Miramas aussi, pour ne pas partir trop loin dans la région, puisque c'était dans les Bouches-du-Rhône. Donc j'avais en fait la coordination syndicale, les rencontres à organiser avec les personnels et aussi avec les syndicats de ces établissements. À côté de ça et parallèlement, il y avait les mines d'uranium. Donc il fallait aussi assurer une coordination avec les mineurs d'uranium, dont l'ODEV, la CROUSI, Limoges, enfin, etc. Donc on me demande dans le même temps de voir avec les mineurs comment faire une coordination mine, métallurgie, puisque nous faisions partie à partir du moment où nous avions été filialisés et nous étions associés à la convention de la métallurgie. Donc on s'appelait
mine pour les mineurs d'uranium et métallurgie pour la production. Ça a duré 13 ans. 13 ans de lutte, effectivement, parce que quand une lutte était menée dans un établissement, elle était relayée dans un autre établissement, puis dans un autre, puis les mineurs entendaient faire en sorte que les conditions de travail, des salaires, etc. collent à tout ça. Voilà, il fallait tenir le bout de tout cela. Donc ça nous emmène en 1989. Et en 89, eh bien, je demande à mes camarades, donc des syndicats, disons, de me relever de ce mandat. C'était ma demande, c'est pas eux qui ont demandé à ce que je prenne du large. À partir de là, décider d'une reconversion, parce qu'on passait quand même d'un statut de permanent syndical à occuper des fonctions normales, dans une gestion normale, je prends des guillemets, d'établissement. Ce que j'avais acquis comme connaissance dans mon mandat précédent m'a absolument servi dans les connaissances que j'avais de l'entreprise complètement, quoi, de la production de la mine au retraitement des déchets et aux déchets, etc. 1989-1992, c'est ma reconversion et je suis dans un nouveau poste de technicien au contrôle qualité du produit, hein, essentiellement sur Marcoule. Voilà. Je suis salarié Cogema et élu au conseil d'administration de Cogema. Alors ça m'a amené à connaître des personnalités du monde, des grands patrons de France, hein, dont Georges Besse. Lequel Georges Besse, eh bien, comme vous le savez, a finalement été assassiné voilà, quelques années après. À ce propos, moi j'ai une anecdote hier par rapport à cette personnalité. Il y a eu toujours des luttes, notamment âpres, chez les mineurs. Ils avaient à revendiquer leur statut de mineur, leurs conditions de travail qui étaient très dures. Et Georges Besse, péremptoire, parce que c'était un personnage qui, avec beaucoup d'assurance, dit mais je ne peux pas faire grand-chose avec le statut du mineur. Vous connaissez, ajoute-t-il, ce statut réactionnaire. Mais là, la mouche m'a piqué. Je n'ai pas réfléchi. J'ai dit, mais monsieur le président, je vous demande d'enlever ce qualificatif de réactionnaire. C'était une personnalité qui n'avait pas trop l'habitude de se faire envoyer dans les cordes. Aussi bien la hiérarchie que les syndicats, etc. Et il réfléchit un petit moment, ça marque un temps, et il me dit, je vous l'accorde, madame Bastaroli. Je retire le qualificatif de réactionnaire. Alors, moi ça ne m'étonne pas, c'était un homme intelligent et le statut du mineur donnait beaucoup d'avantages aux ingénieurs de haut niveau dont il faisait partie. J'ai reconnu là à la fois un homme intelligent mais qui savait ce qu'il devait effectivement à l'État français, quoi, en quelque sorte, à la nation. Les camarades mineurs qui avaient un respect, ils avaient un très grand respect sur les ingénieurs, les ingénieurs de fond correspondaient à une hiérarchie dont ils reconnaissaient les qualifications, quoi. Oui. Et ils m'ont dit, mais quand même... Bah oui. Voilà. Tu des points avec, bien sûr. Le début de ma carrière professionnelle, oui. Professionnelle, certainement, ça a dû jouer en ta faveur pour avoir cette dernière partie, non? Comment est-ce que tu l'as... Par rapport au niveau humain, hein? Non, au niveau humain, non, ce sont absolument les contacts dans ma période des 13 années d'intersyndicale qui m'a donné cette assurance, parce qu'on rencontrait les directions à tous les niveaux dans les négociations. Ouais. Donc voilà, au début on n'est pas assuré, on se demande, et puis au fil des connaissances qu'on acquiert et des renseignements des salariés qui font confiance, on sait négocier, quoi. On apprend à négocier. Hein. Non, c'est vrai que ça donne une certaine assurance, quoi. Voilà. Justement, sur les années 72-76, là, quand je prends mes engagements et syndicaux
médicaux et politiques, eh ben, je suis envoyée à l'extérieur de Marcoule pendant 4 ans. J'étais donc mandatée dans une agence à l'extérieur de Marcoule, entre Marcoule et Pierrelatte. Ça m'a permis une chose, c'est que de me rendre compte, et là aussi je vais raconter une anecdote, l'agence où j'étais détachée s'appelait la DIVAR, l'Association de développement de la vallée du Rhône, qui regroupait finalement les maires du coin, Pierrelatte, Bourg-Saint-Andéol, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Bolène, enfin tout ce canton proche à la fois vauclusien et drômois. On s'est trouvé dans un contexte national de choc pétrolier et il fallait relancer une activité nucléaire. L'idée du choix de Pierrelatte pour implanter Eurodif, une usine d'uranium enrichi, et pour faire marcher l'usine d'uranium enrichi, l'implantation de 2 centrales EDF. C'est-à-dire un foncier extraordinaire pour accueillir un site comme ça, un site associé d'un côté et de l'autre côté de la route. Moi j'ai assisté à une opération absolument que je qualifie de fulgurante, moi. Précisément menée par l'équipe de Georges Besse, qui fait que tout le foncier a été acheté aux paysans du coin dans un seul été. Un seul été. Donc dans l'agence où j'étais, j'ai vu arriver tous les paysans du coin, c'était des paysans, ils faisaient paître leurs moutons. Hein. C'était une réelle ruralité. Hein. Et ils ont cédé leur foncier, je suppose à des prix qui leur ont convenu, mais en même temps qui ont fait que d'un seul coup, toute cette superficie a été acquise en rien de temps pour implanter une usine d'enrichissement de l'uranium. Voilà. Sous la main occulte de Georges Besse, avec l'accord des élus concernés. Alors on a appelé cette zone, enfin l'association, c'est la zone alpha du Grand Delta. Alors ben voilà, les moutons sont allés se faire paître ailleurs. Hein. C'est une anecdote en même temps, si tu veux, géopolitique intéressante dans le sens où certaines personnalités ont cette poigne de meneur d'hommes, quoi. Je leur reconnais ça. Hein. Le directeur de Pierrelatte de l'époque, qui s'appelait Jean Volvet, a beaucoup œuvré aussi parce que c'était un compagnon de la Libération et donc très proche de De Gaulle, quoi. Et comme il fallait avoir cette indépendance énergétique nationale à partir du premier choc pétrolier, toute cette influence s'est matérialisée à travers de certaines personnalités. C'est vrai qu'on se rend compte qu'on est des acteurs un petit peu en petits bouchons trimbalés au fil de l'eau, là, sans réaction quand ça va très vite comme ça. C'est pour ça que je suis toujours convaincue, je vais le dire toujours au fil de notre entretien, que ce ne sont que les luttes qui peuvent nous permettre d'avoir une conscience des situations vécues. J'arrive à l'année 97, qui était l'année où j'ai pris une retraite anticipée. J'avais le droit parce qu'il y avait des accords qui s'étaient passés. Et donc je suis partie en 97 et c'est précisément seulement à cette époque-là, même si j'étais communiste et que je participais à des réunions de section, des communistes, des manifestations communistes, je n'avais pas de responsabilité, pas trop quoi en tous les cas. Donc en 97 commence plus précisément mon engagement politique. Je suis présentée aux élections législatives avec René Mathieu, maire de... Alors à ce moment-là, il était encore maire de Saint-Victor. Je ne suis pas mécontente du score qu'on a fait, puisqu'on était presque à 12% pour une première fois sur ce qu'on appelait la 3e circonscription. Donc c'était la 3e circonscription qui était très, très importante, hein,
qui prenait Pont-Saint-Esprit, qui prenait Uzès, qui prenait... Jusqu'à presque Villeneuve-les-Avignon. et Villeneuve-les-Avignon. Ouais. Oui, les Angles, Villeneuve-les-Avignon, etc. Donc ça nécessitait... Ça fait Oui, ça nécessitait une campagne importante avec des réunions publiques. Enfin, dans le même temps, les élections municipales me permettent un mandat alors, de 6 ans à Bagnoles, dans l'opposition. Avec comme chef de file Gérard Revol qui était socialiste. J'étais la seule communiste avec 5 élus socialistes dans l'opposition. On faisait un travail ensemble quand même, voilà. Et en même temps, j'ai été élue au conseil régional Languedoc-Roussillon. Là c'était pareil, c'était dans l'opposition puisque le président de la région Languedoc-Roussillon était Jacques Blanc, monsieur de droite, de Lozère. On lui doit quand même une alliance avec le Front National, une des 4 régions à l'époque qui avait fait alliance avec le Front National, donc c'était quand même assez significatif de la droite qui était menée à la région. Arrive 2004 et enfin une équipe qui se constitue bien à gauche. Je suis élue comme conseillère régionale et avec la présidence de Georges Frêche, de 2004 à 2010. Toute cette période est émaillée à chaque fois par des luttes. Hein. Jamais rien n'est venu au hasard de ce qu'on a pu acquérir ou de ce qui a pu être gagné par telle ou telle spécificité d'action ou un truc comme ça. Par exemple, la première des choses qu'on a acquis dans le Gard rhodanien, avec des luttes qui dataient depuis longtemps et on s'est appuyé là-dessus, c'est l'implantation du lycée à Villeneuve-les-Avignon. Premier lycée implanté parce qu'il y a eu des luttes de parents d'élèves, d'associations, etc. Et le lycée de Villeneuve-les-Avignon a toute sa place, surtout culturelle, par rapport à sa situation géographique. C'est un acquis qu'on prend dans les luttes menées précédemment. Alors, quand je suis élue dans ce conseil régional, on me donne une responsabilité dans une vice-présidence qui va marquer et qui continue à marquer mes années militantes actuelles. C'était la commission de développement durable. Je prends connaissance réellement de la problématique écologique, de la production à envisager autrement, de la biodiversité, de ce qu'une région peut porter comme richesse et à exploiter autrement. Et si on porte un regard actuel sur les choses, eh bien c'est d'autant plus primordial de s'en préoccuper pour les générations futures. Donc je suis assez contente de porter ça comme une bannière, quoi, voilà. Et je suis contente qu'au sein du Parti communiste, ça commence, parce que je dis que ça commence, à être pris en compte et par le parti, et en même temps par les citoyens qui ont envie de consommer autrement, qui ont envie de produire autrement. Je suis dans cette commission de développement durable au sein aussi d'un groupe communiste dans cette région où on n'a pas démérité non plus. Moi j'aime le travail collectif. Donc, alors c'est vrai que chaque personnalité amène ce qu'il est dans un travail de groupe, mais c'est important qu'on soit en écoute de ce que l'autre apporte. Donc en fait, toi, tes thèmes de lutte, t'en as eu un énorme qui était sur le développement durable et l'environnement, et puis en fait, ça se recoupe avec tes activités militantes du début. Absolument. L'énergie, quoi, en fait. Absolument. Là maintenant, on ne peut pas dire absolument l'énergie nucléaire, c'est une énergie écologique. Oui, enfin bon, oui, on peut. Oui. Elle est non carbonée. Oui. On parle de l'énergie, attention, l'énergie nucléaire civile. On a toujours
Alors au sein du parti, comme au sein du syndicat de la CGT, toujours batailler sur l'aspect pacifique de l'énergie nucléaire. Hein. C'est toute la lutte à mener. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont marqué dans ta lutte, Oui. Dans ton militantisme, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont donné envie, qui t'ont ou qui t'ont marqué tout simplement Ah oui, oui, tout à fait. Alors, je vais parler si j'ai le temps, de deux amis très chers, mais un surtout, voilà, un surtout, qui est malheureusement décédé maintenant, mais Bernard en a aussi parlé. Je vais parler de François Pacaud, qui est c'était un ingénieur-chercheur à Marcoule, communiste, qui nous donnait envie d'aller toujours un petit peu plus loin, quoi. Malgré un recrutement interdit, on va dire, employer le mot, des communistes au sein des salariés des activités nucléaires, eh ben, on a réussi à être 22 communistes, dont 22 ingénieurs, techniciens de haut niveau, Quand on parle de haut niveau, c'est-à-dire au niveau international. Hein. Les chercheurs de Marcoule étaient reconnus à l'international pour leurs activités et ce que ça a amené quoi, dans la connaissance des process d'avancement de l'énergie. Hein. François était l'animateur efficace et à la fois timide et en même temps d'un courage sans limite. Il a d'ailleurs été sanctionné, les directions ne se sont pas trompées, hein, c'était lui qui avait été sanctionné. Et par contre, il a été soutenu par tous ses collègues ingénieurs, chercheurs de Marcoule au moment de la sanction, parce qu'elle était absolument injuste, quoi. C'est comme un doigt voilà, qui est parti comme ça. C'était dans une des luttes qui ont émaillé toute l'histoire de Marcoule. Hein. C'était des luttes dures. Hein. Ouais. Faut pas, on brûlait les pneus aussi à l'entrée de l'usine. Hein. C'était pas. Ça avait une connotation de lutte ouvrière dure, comme on peut se les imaginer voilà, chez Zola ou ailleurs. Hein. Hein vos revendications, quelles étaient-elles? Alors, elles étaient à la fois les salaires, parce qu'on ne voulait rien lâcher, les conditions de travail, les horaires, notamment pour les services postés. Ça portait aussi sur l'avenir des activités nucléaires. Donc à un moment donné, il y a eu une grande lutte. Quand il était question, ça a été évoqué tout à l'heure, il était question de l'arrêt de la production de Marcoule, on ne voyait plus qu'est-ce qu'on allait faire après. On est devenu partie prenante d'une revendication d'avenir sur les surgénérateurs, sur qu'est-ce qu'on fait des déchets ultimes après le retraitement. On a fait des actions importantes pour que soit prise en compte cette implantation de surgénérateurs. Étant entendu qu'on avait sur place un prototype qui s'appelait le Phoenix de 250 MW qui faisait absolument son travail d'outil de démonstration. Et après l'outil de démonstration, il y a eu la construction d'un prototype de surgénérateur. On passait de 250 à 1200. D'ailleurs, la proposition aussi bien de la CGT que du parti, c'était d'essayer d'avoir un 600. On n'a pas été entendu. Mais enfin, de toute façon, la démonstration a été faite que ça marchait. C'est là-dessus où je vais revenir sur l'actualité maintenant, parce que c'est important de dire on a fait des luttes là, mais ce n'est pas des luttes passéistes. Elles se sont inscrites dans un temps donné, mais elles vont déboucher sur quelque chose. Et elles vont forcément déboucher sur un avenir à décider, ensemble. C'est François qui a marqué mon personnalité dans sa façon de travailler, dans l'animation qu'il a menée
dans la cellule des 22 communistes de Marcoule. On éditait sous sa plume d'ailleurs, un bulletin a été édité, ça s'appelait « Pas question de se laisser faire ». C'était le titre du bulletin. Et on diffusait ça à la porte de l'entreprise, parce qu'on n'avait pas le droit de diffuser des tracts, des informations politiques à l'intérieur de l'entreprise. Ceci dit, ça se traînait partout dans les ateliers, dans les vestiaires et à la cantine, et puis on cherchait d'alimenter quand même. Mais enfin, on distribuait de mano à mano à la porte de l'entreprise. On était bien accueillis parce qu'on était des gens qui étaient en proposition, pas seulement en résistance inutile, quoi. Voilà. Bon, j'avais mis une anecdote, c'est pour rire quand même, parce que François, on s'est accompagnés partout. On faisait le festival d'Avignon ensemble, on militait ensemble, on était ensemble partout, et on est allé à Cuba ensemble avec un groupe de communistes d'ailleurs. C'est pour noter en même temps la timidité à la fois le courage et à la fois la timidité de François, quoi. Et moi j'ai été enchantée, c'était dans l'année 81. On habitait dans des tentes à côté de la Havane, à Ribacoa. Et Ribacoa est à quelques kilomètres de la Havane, et tous les jours on prenait le bus à Ribacoa, au camping, pour aller à la Havane, parce que c'était notre lieu, le lieu où il fallait découvrir et où on était avec les Cubains, etc. Et un jour, alors ce bus s'appelait la Wawa. D'ailleurs, je crois qu'elle s'appelle toujours la Wawa. Et arrive la Wawa, et la tradition cubaine est que quand les Cubains attendent le bus, ils demandent «Quién es el último?» Qui est le dernier? Et donc, quand le dernier lève la main, on se place de derrière, gentiment, à la queue leu-leu. Ce qu'il y a, c'est que quand la Wawa arrive, c'est un joyeux brouhaha. D'un seul coup, tout le monde joue des coudes pour monter dans la Wawa. Et mon François reste sur le trottoir en ayant la main sur la portière, et la portière s'en va avec lui. Et voilà le bus qui s'en va, et mon François qui crie « C'est pas moi qui l'ai cassé, c'est pas moi qui l'ai cassé !» Et j'en ris encore. Alors François, il faut dire, est un des plus brillants spécialistes du verre, la vitrification, dont les travaux et recherches ont été reconnus par les scientifiques du monde entier. Un grand militant, c'est lui qui nous prenait tous les billets pour aller au Festival d'Avignon. Et voilà, il a marqué à la fois ma vie politique, militante, culturelle et affective, parce que c'était un grand compagnon de route. J'avais parlé de culture et politique. En fait, cette question, toutes les questions culturelles, pour moi, elles sont liées à l'idée qu'on se fait du communisme, c'est-à-dire pas une idéologie seulement à porter, mais une culture générale à améliorer, à porter avec tout le monde, à partager avec tout le monde. Et François, avec sa façon de travailler, m'a apporté beaucoup dans ce domaine-là. C'est simplement pour conclure sur la personnalité. Voilà. Peut-être que tu peux nous parler, je ne sais pas, de ta vision du communisme. Alors, ma vision du communisme, pour répondre à la question précise. Alors j'ai 80 ans et des poussières, d'accord? J'avoue que j'ai vécu, ça c'est un terme de Pablo Neruda. C'est un beau livre de Pablo Neruda. Donc je sais ce qu'il me reste, il me reste encore quelques années à vivre. Et ce que je pense, c'est ce qui est lié à mes années précédentes dont j'ai parlé à propos du développement durable, oui. Du devenir, de ce qu'on veut faire de la planète et des hommes, de comment faire en sorte que l'écologie au sens du terme, pas récupérée par les capitalistes verts, parce que c'est ce qu'ils essayent de faire en ce moment, de faire encore de l'argent. On est entré dans une période où la planète va mal, où
La conscience seulement ne suffit pas. Oui. Où ce sont des actes concrets et politiques et engagés qui font qu'on pourra se sortir de ce marasme. Pour moi, le communisme, c'est ça, c'est lié à l'écologie forcément. Ouais. Ça ne peut pas être seulement une question d'idéologie, même si de temps en temps, dans ma bibliothèque, j'ai tout un truc, c'est le manifeste de Marx et Engels, que ces deux jeunes là ont écrit avec cette façon visionnaire de voir les époques qui viennent, là, obligation de s'approprier la production pour faire en sorte que le pouvoir revienne au peuple en quelque sorte, hein, aux citoyens, ceux qui sont sur la Terre, qui font la planète. Je ne veux pas être prisonnière d'une idéologie. Ouais. Je veux faire partie toujours des luttes qui précèdent les révolutions, hein, au sens où on tourne à 180 degrés pour changer les choses. Je me sens communiste parce que j'ai envie de partager. Voilà, moi je pourrais en dire beaucoup, hein, parce que sur 20 ans, il y a 2 étagères au Parti communiste de documents. Jamais on ne se réveillait au jour d'été de 36 que pour un 14 juillet, le soleil couleur de maïs ne s'était couché de l'année sur nos pancartes promenées. Perpétuel temps des cerises, c'était un grand bal bleu et blanc dans la ville en bras de chemise, sous un ciel plein de cerfs-volants. Prenaient de nous leur vol oblique, les chansons de la République. C'était un grand bal bleu et blanc, sous un ciel plein de cerfs-volants. Pour dire comme une féerie, aujourd'hui le peuple est le maître, il se promène dans Paris, il met ses drapeaux aux fenêtres,